Le cheval de discorde, nouvelle de Craig Johnson, traduit de l'américain par Sophie Aslanid, aux éditions Gallmeister. Nous étions le week-end précédent Memorial Day, et je dînais en compagnie de Henry et Katie au Busy Bee Café. Je n'étais pas encore complètement remis de mes aventures dans les Big Horn Mountains, lorsque j'étais parti à la poursuite de prisonniers en fuite. Je tripotais la bague trop grande que je portais à mon pouce et regardais les loups de turquoise talonner leurs frères de corail sur l'anneau en argent. Puis je l'enlevais et la rangeais dans la poche de ma chemise sous mon insigne. Je gardais seul la boutique puisque Vic était rentrée à Philadelphie pour le long week-end de Memorial Day. Elle allait aider sa mère à finir les préparatifs du mariage de son frère Michael avec Katie. C'était compliqué, très compliqué. Généralement, Katie et Vic ne partageaient guère plus qu'une tasse de café à l'aéroport de Denver, échangeant leurs fuseaux horaires lors de leurs correspondances respectives sur la route des vacances. Mais cette fois-ci, Katie avait conduit Vic à l'aéroport de Billings. Elles avaient eu plus de temps pour se parler et aborder des sujets probablement très variés. J'en avais peur. Katie avait pris un air dégagé. Vic a l'air très en forme. Je bus un peu de mon café et imitai Henry, plongé dans la contemplation des flots rapides de Clear Creek, qui dévalaient à côté du café, les eaux grossies par la fonte des neiges des Big Horns. Ouais. La plus grande avocate de tous les temps se pencha un peu vers moi, quelques mèches d'un blond vénitien lui tombèrent devant le visage. Elle me rappelait tant sa mère. Elle a acheté une maison ? Ouais. Elle reste dans le coin alors. Je tournai la tête, conscient que Henry n'était pas le seul à s'occuper de pêche, et j'observais ma fille. Je ne savais pas qu'elle avait envisagé d'aller ailleurs. Elle balaya ma remarque d'un geste de la main. Je n'étais pas certaine qu'elle resterait, voilà tout. Je répondis à ce qu'elle venait de dire. C'était vrai. Les hautes plaines étaient un lieu de transition. Les gens venaient, repartaient, ils étaient peu nombreux à rester. L'explication était liée pour une grande part à l'économie, mais la solitude de la topographie jouait également un rôle. C'était comme si ces terres creusaient des espaces vides à l'intérieur des gens jusqu'à ce qu'ils traitent leurs congénères avec la même distance. Certains ne parvenaient pas à s'en accommoder, et d'autres si. Vic avait menacé de nous quitter pour les fédéraux et un certain nombre d'autres agences. Elle avait même envisagé de retourner à Philadelphie, mais ses provocations semblaient être de moins en moins fréquentes. J'ai l'impression qu'elle se plaît ici. J'ai l'impression que certains aspects lui plaisent ici. Katie but une gorgée de son soda light, fidèle à son projet d'entrer dans une taille 34 pour son mariage en juillet. Quel âge a-t-elle, rappelle-moi ? Je tendis la main pour saisir mon verre et faillis le renverser. Je le rattrapai à la dernière seconde. Nous n'en avons jamais parlé. Katie attira l'attention de Henry en lui donnant un coup d'épaule. Quel âge a-t-elle, l'ours ? Il haussa les épaules. Je me suis rendu compte que dans la plupart des relations qu'on a avec les femmes, il vaut mieux se rappeler leur anniversaire, mais oublier leur âge. Ce n'est pas à toi que j'aurais dû poser la question. Elle leva les yeux au ciel avant de se plonger dans la contemplation de la lumière dorée, se reflétant sur les façades qui bordaient le trottoir est de Main Street. Les magasins restaient ouverts un petit peu au-delà de 5 heures, l'heure habituelle, dans l'espoir de tirer avantage de l'afflux de touristes que la parade et le pow-wow des American Indian Days avaient provoqué. La plupart des visiteurs étaient partis au champ de foire, mais même tout juste battant, le cœur du commerce ne perd jamais espoir. Je lançai un coup d'œil à Henry, qui continuait à contempler le torrent. Katie posa ses yeux gris, calmes, sur mon visage. Alors tu m'expliques ce qui se passe entre vous deux ? Repoussant mon chapeau sur ma nuque, je me tournai pour soutenir son regard. C'est une information classée, et dans le dossier, pas tes affaires. Elle s'affaissa sur son fauteuil et enroula autour de son index la mèche qui s'était échappée de sa queue de cheval. Comment se fait-il que je ne puisse pas poser de questions sur votre vie privée alors que vous avez le droit d'en poser sur la mienne ? La nation Cheyenne émit un grognement, mais ne dit rien, évitant le champ de mine verbal déployé sur la table. Je frôlai mon verre et lançai un coup d'œil alentour pour m'assurer que personne ne pouvait nous entendre. Les seules autres personnes présentes en ce début de soirée remarquablement clair, chaud et soyeux, étaient un trio de cow-boys assis à une table près de la porte, et Dorothy, la propriétaire et gérante, qui s'activait à préparer notre dîner.
Je ne t'ai jamais posé de questions sur ta vie privée. Jamais. Je donne les réponses spontanément, c'est ça? Henry sourit. Je ne dis rien. Parfois excessivement. Elle se mit à tripoter sa serviette, et je remarquai que ses ongles ne portaient pas la couleur rouge foncé habituelle, mais qu'ils étaient peints en rose. Elle essayait probablement de se familiariser avec le protocole de la cérémonie qui l'attendait. La radio posée derrière le comptoir était allumée, et on entendait Hank Williams fredonner « You're gonna change or I'm gonna leave ». Je devais peut-être adoucir ma réponse. C'est normal, les femmes posent des questions sur la vie personnelle des gens, mais les hommes ne le font presque jamais. Elle afficha le sourire qu'elle m'adressait toujours quand elle ne croyait pas vraiment à ce que je disais. Je me prenais ce sourire depuis qu'elle avait 6 ans. Jamais. Je lançai un coup d'œil à l'ours et le regardai se tourner vers Katie. Sa voix gronda au fond de sa poitrine. Presque jamais. Je n'y crois pas. Je haussai les épaules et bus une gorgée de thé tandis que Dorothy arrivait avec 2 sandwichs de luxe au steak pané agrémenté d'un gros tas de frites et une autre assiette avec une petite portion de fromage blanc et quelques tomates cerises. Je demandai, pour la forme, le menu habituel. Elle posa les assiettes devant nous et leva un sourcil. Lequel? Je désignai l'insignifiante portion de nourriture sur l'assiette de Katie. Pas ça! Dorothy eut un petit sourire narquois. Je l'ai baptisé le choix du chef. Elle posa une mignonnette de vinaigrette au vinaigre balsamique, allégée en gras et en calories, devant Katie avant de nous demander. Comment ça se passe pour le bureau du shérif, l'éclaireur indien et la brillante avocate ce soir? Avec un peu de chance, il ne se passera rien. Je jetai un coup d'œil à ma montre Gousset. Surtout que j'ai donné la soirée à tout le personnel, à l'exception de Ruby, qui se trouve au bureau, et de César Bitoria, que j'ai envoyé au champ de foire. Je rangeai la montre dans ma poche et déroulai ma serviette, déposant les couverts à côté de mon assiette. Non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je jugeais préférable d'étaler la serviette sur mes genoux. Et Rudy part dans 3 minutes. Dorothy se tourna vers Katie, qui avait saisi la vinaigrette. Comment vas-tu, ma jolie? Ça va bien. Elle réarrangea la disposition des tomates sur son assiette. Il y a enfin un peu moins de monde. Dorothy s'assit sur un tabouret à côté du comptoir et se frotta la cheville. Oui, enfin, ça a été la folie toute la journée. Surtout pendant la parade. C'est la première fois depuis ce matin que je peux m'asseoir. Je crois que tout le monde est parti au pogo. Elle tendit la main et tripota les cheveux de l'ours. J'essayais de me rappeler si j'avais jamais vu quelqu'un d'autre qu'elle oser le faire. Satanés indiens, j'imagine qu'ils aiment tout autant manger du pain frit et de la barbe à papa. Elle me lança un coup d'œil avant de revenir à Katie. Ton père a réussi à te convaincre d'abandonner quelques jours les luttes de ton cœur? Juste le temps de m'assurer qu'il s'est remis de son aventure en montagne. Le regard de ma fille s'attarda quelques instants sur moi, et j'y lus son inquiétude. Et puis je me suis dit que c'était l'occasion de rester un peu et d'avancer dans les préparatifs du mariage. Tu es au courant que je voudrais que tu fasses le gâteau, n'est-ce pas? J'y travaille, j'ai prévu d'en discuter la semaine prochaine avec Alphonse, l'oncle de Vic, pour mettre au point la recette. Elle cessa de se masser la cheville et se leva. Le mariage aura lieu sur la réserve, c'est bien ça? Je sentis une pointe de chagrin très personnel monter en moi à l'idée de la perdre, mais je continuai à manger. Ouais, à Crazy Head Springs. C'est un bel endroit, on t'a donné l'autorisation? Katie donna une bourrade à Henry. Je suis pistonné. Dorothy rit et déposa un baiser sur le sommet de la tête de Katie. Toutes mes félicitations, ma chérie. Katie répondit rayonnante. Merci. La propriétaire, gérante, lança un coup d'œil aux 3 cow-boys que je reconnus. Matt Hartle et 2 des employés du Paradise Guest Ranch. Matt leva sa tasse de café en nous regardant, tandis que ses compagnons nous souriaient. Je ferais mieux d'aller resservir la horde sauvage là-bas. Elle cala ses poings sur ses hanches. Et vous, vous voulez autre chose? Je passerai bien au café quand tu auras 1 minute, répondit Katie. Dorothée lui fit un clin d'œil et disparut. Katie s'attaqua du bout des lèvres au fromage blanc puis s'interrompit, le temps de nous avertir d'un regard. Ne dites rien. Elle attrapa un autre caillou avec sa fourchette, qu'elle agita comme une baguette pour attirer mon attention. Je ne crois toujours pas que les femmes posent plus de questions que les hommes sur la vie personnelle. Peut-être que les hommes les posent moins spontanément, mais elles sont bien là. Henry ne dit rien. Alors je parlais en notre nom à tous les deux. Ok. Elle avala les 3 grammes de nourriture.
Mais tous les deux, vous y croyez. Je marquai une pause, tenant mon sandwich à quelques centimètres de ma bouche. Après toutes ces années dans la police, je savais que soit on n'avait tout simplement pas le temps de manger, soit on était interrompu au milieu d'un repas qu'on ne finissait jamais. Je regardai Henry, et nous nous tournâmes tous les deux vers elle pour lui répondre en chœur. Ouais. Buck Owen se lança dans un Before You Go, et Katie entonna la chanson de sa jolie voix. Une assez bonne imitation. Je commençais à penser que nous allions voir un petit concert privé, mais tout à coup elle s'arrêta, nous regarda tous les deux, et je sus que nous étions en mauvaise posture. Et si on pariait ? Elle poursuivit avant que j'aie le temps de refuser. Pour chaque femme qui interroge l'un d'entre nous sur notre vie privée, ou chaque homme qui ne le fait pas, vous marquez un point. Pour chaque femme qui ne nous pose pas de questions et chaque homme qui en pose une, je marque un point. Connaissant l'esprit de compétition dont ma fille faisait preuve dans tous les domaines, je savais que c'était une mauvaise idée, et je le dis. Elle se fit enjôleuse. Allez, papa, ce sera amusant. Henry se pencha et la fixa de très près, les yeux pleins de défi. 1-0 donc. Katie lança un coup d'œil à Dorothy, qui lui remplissait une tasse de café derrière le comptoir, puis revint à l'ours. Nous n'avons pas encore commencé. Je secouai la tête quand le talkie-walkie accroché à ma ceinture s'anima. Parasite. Unité 1, ici la base. Je m'avachis sur ma chaise, posai mon sandwich d'un geste théâtral et restai sans bouger un instant. Parasite. Walt ? Ma fille, qui ne pouvait résister à l'idée de tout manipuler, saisit l'appareil encore accroché à mon ceinturon et appuya sur le micro. Yo ! Parasite. Katie ! Je lui pris l'appareil. Il est 5 heures passées, rentre chez toi. Parasite. Tommy Jefferson dit qu'on lui a volé un de ses chevaux au rodéo. Je contemplais mon sandwich, à moitié mangé, et soupirais. Pas encore de cheval de discorde ? Parasite. Bien sûr que si. L'affaire, pleine de péripéties du cheval de discorde, était le genre de situation que la plupart des shérifs en milieu rural connaissaient bien. Un de ces conflits auxquels on ne finissait par se trouver mêlé, bien que la loi et la justice n'aient pas grand-chose à y faire. Tony Jefferson et son ex-femme, Lisa Andrew, avaient l'âge de Katie. Tony était un Indien New Grace de Crow Agency, dans le Montana, qui avait vécu avec une tante à Durham pour pouvoir aller au lycée à chez nous. Il était par la suite devenu un cavalier hors pair d'Indian Horse Replay. Lisa était une tornade blonde, spécialiste de barrel racing. Leur relation avait été épique. 7 ans plus tard, leur divorce était une longue histoire dont tout le monde connaissait les rebondissements. Tommy avait contracté la mauvaise habitude de traîner dans les ventes de chevaux et était déjà devenu, avant même leur mariage, un marchand frustré. Mais la situation ne fit qu'empirer lorsque Lisa et lui mirent en commun leurs revenus et qu'il augmenta sa consommation de pilules destinées à maintenir son poids à un niveau très bas et son énergie à un niveau très haut. À tel point que Lisa avait commencé à penser que Tommy était plus accro aux chevaux et aux amphétamines qu'à elle. Quand il rapporta un petit cheval surnois, au profil romain, à l'œil blanc, à la robe couleur whisky de supermarché qui avait tendance à se sauver et à mordre, et qui monopolisait le temps, les efforts et l'attention de Tommy, Lisa en eut assez. Leur séparation, puis leur divorce se transformèrent en un règlement de compte sanglant. Le désastre épouvantable qui était devenu leur vie alimentait toutes les conversations à mi-voix du comté et de la réserve. Mon rôle dans la saga avait commencé quand Tommy, qui était retourné sur la réserve et à la consommation de meth à temps plein, décida de contacter le bureau du shérif pour obtenir que Lisa réponde à ses appels. Il paraissait logique à son esprit embrouillé par les produits chimiques et troublé par le chagrin qui était de mon ressort, puisqu'elle habitait dans le comté d'Absakora, de lui demander de décrocher son téléphone. Quand on est shérif en milieu rural, il y a des situations où la partie faire respecter la loi du boulot n'a rien à voir avec la partie faire le bien. J'étais donc allé jusqu'à Powder Junction, où ils avaient vécu ensemble, pour découvrir Lisa, portant bas de maillot, t-shirt et chapeau de cow-boy en paille souple, en train de bronzer dans le jardin de leur maison. Je lui demandais si elle voulait bien répondre au téléphone, parce que Tommy essayait de la joindre depuis des jours. Elle but une gorgée de la canette de bière posée à côté de sa serviette et dit « Je l'ai débranché. Vous me permettez de vous demander pourquoi ? Il appelait 20 fois par jour, et je ne pouvais plus le supporter. » Elle ajusta son chapeau et soupira. « Vous savez qu'il consomme toujours, hein ? » J'en ai bien l'impression. Je restais là, de l'autre côté du grillage qui séparait son jardin du trottoir. Bref, il aimerait que vous l'appeliez. Lisa posa sa canette.
Oh merci, je suis descendu de ce cheval taré, shérif, et je n'ai aucune intention de remonter en selle. Elle pressa la bouteille de crème solaire pour en extraire une noisette qu'elle entreprit d'étaler sur ses bras. Et puis de toute façon, j'ai arraché le câble du mur. Ensuite, elle avait lancé la procédure, et c'était là que la situation était devenue vraiment bizarre. Tommy commençait à nous appeler, le greffier du comté, Vern Selby, le juge qui avait été saisi de l'affaire et moi, pour nous parler de toutes sortes de choses étranges, insinuant qu'à l'évidence, il s'agissait de discrimination raciale. C'était le préjugé anti-indien qui avait conduit à l'impasse entre Lisa et lui. Quand je cessais de prendre ses appels, il eut recours au fax. J'arrivais le matin et je trouvais des lettres de 30 ou 40 pages, écrites par Tommy. La plupart étaient totalement incohérentes, mais elles se terminaient toujours par la requête que le document soit daté, tamponné et rangé dans les archives officielles. De toutes les lettres faxées, celle qui m'a le plus marqué était un texte de 4 pages, nous informant de ce que le greffier, le juge et moi devions apporter pour le dîner de Thanksgiving à la réserve. J'étais préposé au dessert, mais pas une tarte à la rhubarbe parce que généralement sa tante Carole s'en chargeait. Comme si nous formions une famille. Un divorce ordinaire, dont le dossier faisait plus de 35 cm d'épaisseur. Vic avait mesuré. Le cheval de discorde. Vic avait créé l'expression. Je rebranchai le micro. Dans ce cas, personne ne l'a volé. Personne avec une once de bon sens ne volerait ce cheval. Je contemplais mon repas sur mon assiette, remettant en cause la décision que j'avais prise de laisser la plupart de mes adjoints rentrer chez eux. César Bitoria n'est-elle pas là-bas ? Parasite. Il ne répond pas, mais c'est peut-être juste à cause du bruit. J'arrive. Parasite. Bien reçu. J'appuyais une dernière fois sur le micro. Ruby, rentre chez toi. Katie attaquait un peu plus vigoureusement son fromage blanc. Mon Tommy Jefferson ? Katie et lui étaient sortis ensemble. Ils étaient même allés à la balle de fin d'année, mais ce fait n'était pas unique en son genre. Ma fille avait produit son petit effet dans la population masculine au lycée de Durand. Ouais. Henry mâchait rapidement aussi. Super, une affaire. Je hochais la tête et pensais à tous ces appels téléphoniques, ces fax, ces accusations. Machinalement, je levai la main pour me frotter l'oreille, le site d'une gelure persistante. Katie écarta ma main. Arrête, elle m'observa. Tu n'as pas l'air terriblement enthousiaste. L'assortiment de blessures que j'avais rapporté de la montagne me tirait encore des grognements. Effectivement. Dorothy arriva avec une tasse de café de Katie, et je remarquai qu'elle l'avait versée dans un gobelet prêt à emporter. Tu sais qu'elle est revenue en ville, non ? Je levai les yeux vers la chef des cuisines, de la plonge et de la salle, doublée d'un puits de connaissances sur les faits et gestes de notre petite communauté. Qui ? Lisa. Elle était ici hier. Elle a dit qu'elle avait loué un appartement là-bas, près de Clear Creek. Je réfléchis un instant. Eh bien, je suis pratiquement sûr que c'est fini entre Tommy et elle. Dorothy haussa les épaules et repartit vers l'autre comptoir tandis que Katie s'agitait sur sa chaise, comme elle le faisait quand elle était petite. Et si je dirigeais l'enquête cette fois-ci ? Je la regardai fixement. Tu plaisantes, j'espère ? Non. Elle enfourna la dernière bouchée de son fromage blanc et l'avala, les yeux brillants d'excitation. Ce ne doit pas être si compliqué. Nous avions eu la chance de profiter de 3 merveilleuses soirées printanières ce week-end. Le parfum de l'herbe dans les pâturages embaumant l'air, la sauge et les peupliers qui retenaient leur souffle depuis octobre, exhalant leur dernière senteur. La fraîcheur du soir commençait juste à descendre lentement des montagnes, mais c'était encore un temps à porter des t-shirts, même s'ils étaient à manches longues. On se chamailla sur les règles en montant dans le bullet. Comment va ton chien ? Ce n'est pas une question personnelle. Elle ébouriffa les chevilles du chien quand il posa sa tête sur la console centrale et renifla les gobelets en polystyrène que Katie avait installés à ses pieds. Tu entretiens pourtant une relation personnelle avec ton chien, peut-être pas exclusive, mais personnelle néanmoins. Je calai le thé glacé à emporter et le café de Katie dans le porte-gobelet du tableau de bord. Démarrai le moteur et avançai le 3/4 de tonne sur la rue déserte pour suivre Lola, le cabriolet Thunderbird bleu azur de 1959 que conduisait la nation Cheyenne. Tu commences déjà à tricher. Écoute, les 2 autres cow-boys n'ont rien demandé, alors ça fait 2-1. Je ne me plaindrais pas si j'étais toi. Elle prit son café. Et je t'ai pas pris au dépourvu avec mes histoires de mariage tout à l'heure, si ? Est-ce que je gagne un point avec cette conversation ? Non. Nous roulions depuis quelques minutes en direction du champ de foire situé à la frontière nord de la ville, quand la radio de mon pick-up se mit à grésiller. Parasite. Chef, ici unité 2.
Katie, toujours très réactive, attrapa le micro sur mon tableau de bord. Unité 2, ici Unité 1. Comment se passe le PO, parasite? Bonjour, Katie. Les Indiens sont agités, du moins l'un d'eux. Elle appuya pour répondre. Est-ce que quelqu'un a vraiment volé le cheval de Discord ou c'est juste Tommy qui s'est défoncé et qui a oublié où il l'a mis? Parasite. Non, il me paraît assez clean et le cheval a disparu. On arrive, parasite. Bien reçu. Je lui lançai un coup d'œil. 3-1. Des voitures et des pick-up étaient garées au bord de la route, sur 400 mètres, pour éviter de payer le dollar de parking que le Rotary collectait comme s'ils étaient la Cosa Nostra. Un cow-boy trapu s'approcha de ma portière d'un pas lourd. Chip, Walt. Il regarda derrière moi et sourit à ma fille, qui agitait sa bague de fiançailles avec ostentation. Hey, salut Katie! Il reporta son attention sur moi et le sourire disparut quand il tendit sa main paume ouverte. Donne-moi $2. Je suis en mission. Il répéta. Donne-moi $2. En mission officielle. Donne-moi $2. Le panneau dit $1. Chip regarda l'ours, lui désigna la zone de parking VIP à côté des tribunes, puis revint à moi. Henry a dit que tu payerais. Il prit l'argent et sourit à Katie. Beau caillou, j'ai entendu dire que tu te mariais? Elle papillonna des cils, et je crus me rappeler qu'elle était sortie avec lui aussi, à un moment donné. Oui, félicitations. Tandis que nous nous garions à côté de Henry, je dénonçai la tricherie. Usage déloyal d'accessoires. Elle fit tourner le gros diamant qu'elle pointait au doigt. Quoi, ce petit truc de rien du tout? Elle ouvrit la portière et sortit. 3-2. Les rugissements de la foule suggéraient que les courses d'Indian Relay avaient déjà commencé. Dans cette vieille pratique amérindienne, un cavalier en tenue traditionnelle, pagne et mocassin, montait successivement 3 chevaux, un pour chaque tour de piste. Au moment où le cavalier sautait d'une monture à la suivante, un pauvre hare surnommé un attrapeur devait se cramponner au cheval à moitié sauvage qui venait de terminer la manche. À côté de cette épreuve, le rodéo classique des cow-boys ressemblait à un après-midi au salon de thé. Je suivis Henry. Il nous conduisit dans les tunnels qui rejoignaient l'accès piéton principal en bordure des tribunes. Puis il prit à gauche, à travers la foule, pour se diriger vers les paddocks et descendit une volée de marche jusqu'au bas des gradins. Ken Thorpe, un autre membre de la mafia Rotary, était appuyé contre la barrière et se tourna vers nous en nous entendant arriver. « Salut, Walt. Je ne te donnerai pas $1. » Il parut un peu perplexe. « Ok. Tommy Jefferson de l'équipe New Grace. Il s'est fait voler un cheval? » Ouais, mais il monte un cheval de remplacement. Nous nous pressâmes tous contre la rambarde juste à temps pour voir les cavaliers aborder le virage. Ils montaient à cru et étaient couchés sur la crinière de leur cheval. Les hommes étaient ornés de peinture et la robe de leur monture également. L'une des beautés du sport résidait dans le spectacle qu'il offrait. Certains concurrents chevauchaient avec leur coiffe de guerre, d'autres avec une coiffe de chaman. Des hommes et des chevaux magnifiques qui arboraient les couleurs de leur équipe. Les motifs reprenaient lignes, poids, empreintes de main et éclairs que l'on trouvait dans les vieux leader drawing indiens. Henry tendit le bras. Voilà Tommy, en vert. Paré des 3 bandes verticales de l'équipe New Grace, Tommy cravachait en approchant de la dernière section du 2e tour de piste. Il était possible que le jeune homme fût simplement en train de se placer en 2e position, mais ce n'était pas l'impression qu'il donnait. On aurait dit qu'il faisait la course de sa vie. Nous les regardâmes passer en trombe, la fine poussière du champ de foire se déposant sur nos chapeaux, nos épaules, et nous nous penchâmes afin de voir les cavaliers changer de monture pour leur dernier tour. C'était lors de ce changement que se produisaient la plupart des accidents. Le concurrent qui se trouvait en tête, un gars dégingandé de la réserve Colville, dans l'est de l'état de Washington, une vraie mine de champion, bondit de son cheval, tandis qu'un des attrapeurs saisissait les rênes. Un autre tenait le nouveau destrier. L'Indien Spokane commit une erreur de jugement sur la distance qui le séparait de l'animal. Ou peut-être le cheval fit-il un tout petit écart quand il sentit qu'on lui montait sur le dos. Malgré tout, le cavalier réussit à se cramponner à la crinière, tandis que la paluzza se cabrait vers le ciel, et le cheval fila comme une fusée devant les tribunes. Le pauvre homme rebondissait tant qu'il faillit s'envoler, mais il tint bon. La foule, de près de 4000 personnes, s'embrasa, mais à ce moment-là, Tommy Jefferson, de l'équipe New Grace de la nation Crow, avait sauté de son cheval. Son attrapeur tenta de maintenir le suivant, mais le bai se mit à tourner autour du gars avec Tommy cramponné à la crinière, une jambe en travers du dos du cheval. L'attrapeur, surpris, prit la seule décision sensée. Il lâcha. Apparemment, seul le cheval savait ce qu'il était censé faire, et il se cabra avant de foncer dans la ligne droite,
Tommy accroché à son flanc, tandis que le reste des concurrents s'échinait à changer de monture et se faisait distancer. Oh non! L'ours, bien entendu, fut le premier à voir le danger. Tommy allait droit dans les cages utilisées pour les épreuves de roping et de bull riding. Les grilles métalliques énormes, renforcées avec ce qui ressemblait à des glissières d'autoroute tout au bout de la tribune. Le Bay, dans ses efforts pour rattraper la Paluzza, avait pris une trajectoire qui lui donnerait l'avantage, mais qui les emmènerait, lui et son cavalier, tout près de la glissière. On voyait bien que le cheval aurait des chances de passer, mais Tommy, toujours accroché du côté de la barrière, ne passerait pas. Sautant sur un pied, le jeune homme essayait de toutes ses forces de se hisser sur le dos de la monture. Mais il ne restait qu'une trentaine de mètres, autrement dit, peut-être 2 tentatives, 2 bonds, il n'allait pas y arriver. Je tendis le bras à la recherche de la main de Cady pour la distraire de ce qui semblait être la mort imminente de Jefferson. Sa main était déjà en train de chercher la mienne, et je sentis ses doigts se serrer tandis que Tommy s'élançait d'un bond miraculeux, frôlant le pilier au passage, s'éraflant le mollet sur la barrière métallique. La foule, que je pensais épuisée, devint dingue. Les 4000 personnes étaient tous debout au moment où Tommy passa la courbe et commença à reprendre du terrain au cavalier de Colville, laissant les autres concurrents loin derrière. Au bout de la ligne la plus éloignée de nous, je voyais la coiffe de l'Indien Spokane longer le champ intérieur comme par magie, lévitant au-dessus du sol, tout près de la barrière, à une vitesse de presque 65 km/h. Mais il était talonné par un guerrier ardent, un centaure croc, qui prit le virage et aborda la dernière ligne droite comme une lance de guerre. On voyait la tête de Tommy enfouie dans la crinière du cheval, et peut-être étaient-ce les mots chuchotés par l'Indien qui les poussaient tel un éclair croc fulgurant. Le cavalier Spokane, sentant leur souffle sur sa nuque, se retourna pour essayer d'apercevoir son concurrent. Et, dans le mouvement, sa coiffe pivota, le rideau de plumes d'aigle lui tombant sur le visage comme des œillères. Sa main s'apprêtait à la rattraper au moment crucial où il prenait le dernier virage, et la Paluzza, surpris, s'écarta de la corde. Tommy, profitant de l'ouverture, dirigea son cheval vers l'intérieur. Les deux étaient au coude à coude. De l'endroit où nous nous trouvions, au bas des gradins, on aurait dit qu'ils se dirigeaient droit sur nous. Ils approchèrent du coin et nous eûmes l'impression que le cavalier de Colville avait repris l'avantage. Mais lorsqu'ils s'engagèrent dans le virage le plus près de nous, nous vîmes que Tommy avait rattrapé son adversaire par l'intérieur, et une fois de plus, ils galopaient comme s'ils étaient appelés à en pair. Ils franchirent la ligne d'arrivée et personne ne sut dire quel cheval avait remporté la victoire. Nous allions devoir nous fier aux juges. Et les juges décrétèrent que Tommy avait perdu d'un cheveu. Henry se tourna vers notre petit groupe. « Ce n'est pas faute d'avoir essayé. » Effectivement. Je me tournai vers Ken. « La prochaine course a lieu dans combien de temps ? » « Oh, pas avant une bonne heure. Ils vont faire le concours de danse cérémonielle, là, devant la tribune. Dès qu'ils auront ramassé le crottin et lissé la piste avec la niveleuse. »« Est-ce que nous sommes autorisés à traverser la piste pour aller parler à Tommy ? » ?»« Si tu me donnes $1. » Il sourit, puis ouvrit la barrière pour nous laisser passer. César Vittoria nous attendait de l'autre côté. « Vous avez vu ça ?» J'acquiesçai. Il devait lui rester encore une vie. Il nous emboîta le pas et nous approchâmes de la tour du présentateur, au pied de laquelle se tenait une conversation animée. Tony menaçait d'y mettre le feu à l'aide de flèches enflammées si les juges ne modifiaient pas leur verdict. La jambe de Tommy saignait. Le rouge se mêlait au vert chartreuse de la peinture qui ornait sa peau. « Espèce de salopard d'Indien, vous essayez de m'arnaquer. » Bonjour la solidarité entre Amérindiens. « Allez Tommy, calme-toi. » Les Indiens de Colville, qui se trouvaient loin de chez eux, en plein territoire ennemi, avaient fait le choix judicieux de ne pas assister à l'enquête officieuse. Les deux camps qui s'opposaient étaient donc Tommy et ses attrapeurs, 2 hommes presque aussi grands que Henry et moi, et les 3 juges, dont l'un, le président du jury, se trouvait être l'oncle de Tommy. Richard Newgrace nous aperçut derrière son neveu. Il nous lança un regard à moi et surtout à Henry. Il lui fit un signe de tête, puis reporta son attention vers le cavalier agité. « Vous avez été départagé par l'électronique, Tommy. Nous ne pouvons rien y faire. Le concurrent de Colville a gagné dans les règles, il n'y a rien à ajouter. » Repoussant son légendaire chapeau de cow-boy noir sur sa nuque, Richard tourna son visage, au trait aristocratique, vers moi, ignorant délibérément les protestations de son neveu. « Puis-je vous aider, shérif ? J'ai entendu dire qu'il y avait eu un vol concernant un cheval. » Dans l'espace qui nous séparait de son oncle, Tommy se mit à gesticuler, ponctuant chaque mot d'un mouvement emphatique de la tête. « Vous l'avez dit, c'est un vol.
Ces salopards essaient de me voler ma victoire. Tommy fit un dernier geste théâtral et pivota sur les talons de ses mocassins. Il se glissa entre Henry et moi et se dirigea vers Katie, qui était restée derrière nous. Et non seulement ces saletés d'Indiens me volent ma course, mais un de mes meilleurs chevaux a disparu. Les attrapeurs partirent bouchonner les chevaux trempés de sueur, et j'adressai un haussement d'épaule à Richard et aux autres juges qui s'éloignaient eux aussi, probablement soulagés d'être débarrassés de la clique New Grace. Tommy marchait devant avec Katie, ils riaient tous les deux, et moi j'avais l'impression que j'allais bientôt perdre un point. Arrivés à la limite du champ intérieur, ils approchèrent d'un van accroché à un demi-tonne Dodge blanc arborant des bandes vertes de l'équipe New Grace, qui était garé à côté d'un barnum orné de bannières des sponsors de l'équipe, au premier rang desquels Bucking Buffalo Supply Company, Harding Bale Bonds et Ashbar Hats. Une glacière d'une capacité de 200 litres contenait un certain nombre de boissons énergisantes et de sodas. Et après avoir plongé sa main plusieurs fois dans la glace, Tommy finit par sortir 3 canettes, une pour Katie, une pour chacun de nous, Henry et moi. Tenez, fournie par l'un de mes sponsors. Katie lui rendit la sienne. Est-ce que tu as du light ? C'est pas bon pour toi cette merde, soupira Tony. Et non sans hausser les épaules, il lui sortit une bouteille d'eau. J'ai rien d'autre. Puis il enleva sa coiffe de coyote, s'écroula dans un transat et examina son mollet ensanglanté. Oh là là ! Il tira la lampe pour simuler l'épuisement d'un mouvement du menton et s'adressa à Henry. Hé, tu veux bien me lancer une de ces bandes pour les chevaux ? Henry fit bien mieux. Il soigna la jambe du jeune athlète. Je suis désolé que tu aies perdu. Tommy secoua la tête. C'était juste pour le show. On a gagné la première manche et Colville s'est retrouvé 7e. On était 2e dans celle-ci, donc tout ce qui nous reste à faire, c'est d'arriver mieux placé qu'eux avec un écart moindre dans la manche suivante, que l'écart entre nos deux temps soit plus petit et on gagne. C'est un pari mutuel. Il y a un paquet d'argent en jeu. Ça pourrait nous permettre de tenir jusqu'à la prochaine saison. Il tendit le bras et donna une bourrade sur l'épaule de la nation Cheyenne tandis que Henry terminait de fixer le pansement sur sa jambe. Faut les aider à rester honnêtes, ces Indiens, hein, l'ours ? Je regardais la nation Cheyenne se remettre debout, avant de se pencher un peu pour observer de près le visage de Tommy. C'est ce que j'ai entendu dire. Tommy, conscient d'être soumis à un examen, lui fit un grand sourire. « Ah oh, de nouvelles dents !» Henry hocha la tête. Je me disais bien. La prison du comté de Bighorn. Elles avaient été rongées par la mette, alors ils m'en ont donné une nouvelle. Il se frotta les bras, puis les mains l'une contre l'autre, dans un geste rituel de purification. Je suis clean. Il hocha la tête, puis ses yeux allèrent rapidement se poser sur Katie. Bon sang, t'es canon, toi. Tu sais que je suis libre, hein ? Elle lui répondit, une expression de tristesse sur le visage. J'ai appris ça. Ouais, l'hiver a été long. Jefferson me lança un coup d'œil, à l'évidence gêné en repensant aux divers épisodes qui avaient impliqué le bureau du shérif du comté d'Absacora et certains notables de Durham. Elle me manque toujours, tu sais. Katie hocha la tête et vint se placer à côté de la chaise de camping de Tommy. Ouais. Tommy leva les yeux vers elle. Et toi, tu as quelqu'un ? Je vis le regard qu'elle me lança au moment où elle lui montra la bague. Ouais, je suis fiancé à quelqu'un de Philadelphie, le frère de l'adjointe de papa. Il siffla puis se tourna vers moi. Vic ? J'acquiesçai, mais Katie répondit. Il s'appelle Michael. Il croisa les bras, nouvellement purifiés sur sa mince poitrine de cavalier. Il lui ressemble ? Elle rit. Non. Elle l'observa pendant quelques instants, puis lui demanda. J'ai entendu parler de vous deux, Lisa et toi. Que s'est-il passé ? Il passa ses doigts dans ses cheveux mouillés de sueur, dont le noir corbeau prenait des reflets bleus dans le soleil couchant. Oh, je ne sais pas, j'imagine que mon intérêt pour les chevaux est devenu tellement envahissant qu'elle a cru que je ne m'intéressais plus à elle. Il soupira. On s'est fâché très fort, on s'est dit les choses. C'est à ce moment-là que je suis parti sur le chemin des ténèbres, celui de la drogue et tout. J'étais pas sûr de savoir ce que je voulais, et je lui ai dit. Il désigna le champ intérieur, jonché de détritus que le vent agitait. Voilà où j'en suis. Je suppose que c'est ça que je voulais. Il posa les pieds sur le sol, s'extirpa de son transat et grimaça en prenant appui sur sa jambe. Il me lança un coup d'œil, peut-être mécontent que j'entende toute l'histoire, puis il passa ses pouces dans la ceinture de son pagne. J'arrête pas de me dire que je vais l'appeler, mais je me suis promis que je ne la dérangerai plus, après tout ce qui s'est passé. Nous restâmes là quelques instants, écoutant les échos des tambours et des chants du concours de danse rebondir.
personne ne regardant Tommy, Tommy regardant la première étoile du soir. J'ajustais mon chapeau. Alors, c'est quoi l'histoire du cheval du cheval ? Son visage s'anima. Eh bien, il a une garniture supplémentaire au fer gauche. Mais si on l'avait eu pour cette dernière phase de la course, on aurait gagné direct. Que s'est-il passé ? Il secoua la tête en repensant à cette terrible injustice. On les avait tous attachés à l'arrière du van, qui se trouve là-bas. Et quand on est allé les chercher pour les emmener au départ, il n'était plus là. Je regardais, derrière ces Arbitoria, les deux autres attrapeurs contrits. Je me rappelais le nom de l'un d'eux. « Marquis, vous avez cherché dans le champ intérieur ?»« Ouais, mais c'est un roi de l'évasion celui-là, répondit le gérant. La seule personne qu'il aimait vraiment, c'était Lisa. Il la suivait en hennissant et en secouant la tête. Moi, il faisait que me mordre. Il sait défaire les nœuds comme un marin, ajouta l'autre gérant. Alors je l'ai attaché avec un anneau de sécurité. On l'a cherché partout, mais rien. La voix de Tommy se fit entendre dans mon dos. Quelqu'un l'a volé. Il n'est pas ici, et c'est impossible qu'il ait traversé la piste tout seul. Je balayais du regard le vaste champ intérieur. Pas d'arbres, rien que de la terre et de la prairie. Vous ne pensez pas qu'il aurait pu se libérer, sauter la barrière et se mêler aux chevaux qui couraient ? Jefferson secoua la tête. Le personnel de piste l'aurait récupéré, il a été volé, je vous dis. Je jetai un coup d'œil vers Henry et le vis se glisser entre les attrapeurs et contourner le van. Haussant les épaules, je partis à sa suite, remarquant les mains de ma fille dans son dos, 3 doigts tendus sur une main, 3 sur l'autre. Égalité. Impitoyable. Je regardais ses Arbitoria. Tu peux retourner vers la tribune, Sancho, mais monte le son de ta radio. Je rejoignis l'ours entre la barrière du terrain intérieur et le flanc du van où les chevaux étaient attachés à un morceau de fer à béton. C'étaient des jeunes de 2 ans. Ils étaient nerveux et ils s'écartèrent, frappant des sabots et nous montrant le blanc de leurs yeux. La nation Cheyenne leva le bras et passa une main sur le cheval le plus proche. Un bai foncé, marron, avec une crinière, les pointes des oreilles et la queue noire, qui se calma immédiatement en soufflant vigoureusement par ses naseaux dilatés. L'ours avait de la magie dans les mains. Et puis l'animal était probablement heureux de rencontrer un Indien qui n'essayait pas de se catapulter sur son dos. Henry fit un pas en avant et passa sous les longues attachées à la barre. Certains chevaux reculèrent. L'un d'eux essaya de se cabrer mais fut retenu par la courte corde qui était passée dans son licol. L'ours marmonna quelque chose et ils se calmèrent. De la magie, oui. Au bout des cordes se trouvaient des maillons métalliques dont la manipulation exigeait un pouce opposable. Et je n'en voyais pas beaucoup de ce côté-ci du van. Henry s'accroupit et plaça ses doigts sur les traces au sol. L'impression que j'avais toujours lorsque je le voyais mettre en œuvre ses talents intuitifs me saisit une nouvelle fois. L'ours percevait tout ce qui se produisait autour de lui avec une finesse qui me resterait à jamais étrangère. Il m'avait décrit des scénarios avec une telle clarté que j'aurais juré avoir assisté aux événements en question. Courbé derrière le van, il examina la barre d'attache et soupira. S'il était bien attaché avec l'anneau de sécurité, quelqu'un l'a emmené. Où ? Son regard de jet changea de direction, dès qu'il fut debout. Il passa derrière le van et fit courir sa main le long de la barrière, tâtant le bord intérieur. Il finit par s'arrêter et souleva la barre supérieure. Il regarda fixement le sol. Le cheval a été emmené par ici. Je le rejoignis et aperçus de l'autre côté de la surface meurtrie, bosselée de la piste, une barrière oubliée menant à un bâtiment de champ de foire qui n'avait pas servi depuis la rénovation des lieux, dans les années 1980. Ils ont traversé la piste. Ils sont passés là-bas, vers les vieux paddocks. Nous traversâmes la piste et ouvrîmes le barreau supérieur d'une barrière qu'on n'aurait jamais remarqué si on ne l'avait pas cherché. L'ours marqua une pause au bout de l'allée longue d'une centaine de mètres qui menait au stade. La lumière qui passait par les fenêtres rectangulaires de la vieille écurie trouait violemment la pénombre. À ton avis, qui va nous avoir en premier, les veuves noires ou les mulots ? L'endroit était désert, et on avait l'impression que le bâtiment risquait de s'écrouler à tout instant. La peinture blanche partait en lambeaux, se décollant des poutres brutes comme les feuilles parcheminées d'un livre abandonné. Je parierais sur les termites. Dans le sol poussiéreux, on voyait les traces laissées par un cheval avec une garniture à un pied. Je m'accroupis cette fois et examinai les empreintes de bottes parallèles aux traces de sabots, plutôt petites et usées au niveau des talons. Femme ou homme de très petite taille. Nous étions loin de la route et des parkings, ce qui aurait compliqué la tâche si on avait voulu charger un animal dans un vent et l'emmener. Mais c'était là que résidait toute la beauté du vol de chevaux.
On pouvait toujours monter l'objet du délit. Bien entendu, cela pouvait s'avérer difficile avec un cheval à moitié sauvage, fort caractère et mordeur. Est-ce que tu as déjà vu comment ces chevaux se rebellaient contre les attrapeurs devant la tribune ? Oui. Et celui-ci est le pire du lot. Oui. Il sourit, pensant visiblement la même chose que moi. Nous retournâmes au champ intérieur, contournâmes la remorque et trouvâmes l'équipe New Grace et ma fille là où on les avait laissés. Les attrapeurs étaient toujours en train de s'occuper des chevaux, les préparant pour la course suivante, tandis que Tommy et Katie restaient à parler sous la tente. Tommy me regarda, et je dus admettre que Trent Burrup, le dentiste de la prison du comté de Bighorn, avait fait du très bon boulot sur ses dents. « Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Je viens au bureau et je remplis les papiers ?» Je m'approchai de lui, j'enlevai mon chapeau et essuyai la sueur de mon front avec ma manche de chemise. « Ton cheval se trouve dans les stalles abandonnés, de l'autre côté de la piste, la numéro 33. » Il regarda derrière moi dans la direction du bâtiment condamné. « Là-bas ? Ouais. Et comment est-ce qu'il est allé jusque là-bas ? Aucune idée. Pourquoi l'avez-vous pas ramené ? Je secouai la tête. Il ne m'a pas laissé approcher, et nous avons réussi à le bloquer dans la stalle. Il se leva et jeta un coup d'œil à la montre qu'il portait au poignet. Elle paraissait incongrue sur la peinture de guerre. Si on se dépêche, on pourra le faire participer à la course suivante. Il baissa les yeux vers Katie et lui prit la main. Faut que j'y aille, mais bonne chance avec ton mariage. Il sourit, ses nouvelles dents étincelant au milieu de son visage à la peau sombre striée de peinture, et il lui tint la main assez longtemps pour s'assurer qu'elle comprenne bien ce qu'il voulait dire. En tout cas, tu foireras pas comme moi, c'est sûr. Nous le regardâmes passer à côté des attrapeurs qui s'activaient à étriller l'équipe suivante. Ils lui demandèrent s'il avait besoin d'aide, mais il secoua la tête et sauta d'un bond agile par-dessus la barrière malgré sa jambe blessée. Marquis se tourna vers moi. « Je suis vraiment désolé pour tout ça, Walt. Je ne sais pas comment il a réussi à s'échapper. » « Ce n'est pas grave, nous étions dans le coin, et puis ces deux-là ont eu l'occasion de se raconter leurs histoires. » Katie jeta sa bouteille d'eau dans la poubelle et nous repartîmes vers le champ intérieur en direction de la barrière à laquelle nous étions entrés. César Vittoria se tenait à côté de la tour des juges et il nous rejoignit. « Vous avez identifié le voleur ? » « On peut dire ça. » Katie détailla. « L'ours et papa ont trouvé le cheval dans les anciennes stalles. » Elle leva les yeux vers Henry, puis vers moi. « Il a dû s'en aller tout seul. » « Oh, je ne dirais pas ça. » Le basque se me regarda, l'air perplexe, et je lui tapotai la poitrine de mon poing. « Je t'en parlerai lundi. » J'avais presque réussi à nous éloigner sans encombre quand il cria à l'attention de ma fille. « Félicitations pour les fiançailles !» Faisant semblant d'admirer son vernis à ongles, Katie tendit 4 doigts d'une main et 3 de l'autre tandis que nous traversions la piste pour rejoindre l'accès au gradin. Dans le haut-parleur, le présentateur appela les concurrents au départ de la dernière course du championnat du monde d'Indian Relay Race. « Est-ce que j'ai bien entendu ? Il a dit Indian Relay Race ? » demanda Katie en m'attrapant par le bras tandis que Ken Thorpe refermait la barrière derrière nous. « C'est à cause de son accent. » Je continuai à marcher. « Est-ce qu'on peut rester pour assister à la dernière course, papa ? » ?»« Pourquoi ? » Il fit les grimaces. « Tu ne veux pas savoir si Tommy va gagner ? » Nous regardâmes les autres équipes se placer devant la tribune avec leurs chevaux. L'équipe New Grace brillait par son absence. Katie examina les alentours, puis scruta le champ intérieur et la tente de Tommy. « Tu crois qu'il n'a pas réussi à attraper le cheval ?» La voix de la nation Cheyenne gronda, tandis qu'il continuait à monter la rampe. « Peut-être. » Katie marqua une pause, la main sur le barreau supérieur. « Il va manquer la course. » Le présentateur appela l'équipe New Grace à se présenter devant la tribune dans les plus brefs délais, sinon elle risquait l'élimination par forfait. J'attendis quelques instants à la barrière, puis montrai du doigt les attrapeurs de l'équipe et 2 chevaux qui approchaient, suivis de Tommy, d'une femme blonde et d'un fringant alezan, couleur de whisky de supermarché. Je lançai un coup d'œil vers les stalles en ruine tout au bout du champ de foire. J'imagine qu'il vient de comprendre ce qu'il voulait vraiment. Je tendis 4 doigts d'une main et 4 doigts de l'autre dans mon dos, tout en montant la rampe sur les talons de la nation Cheyenne.